Le cheminement de la pensée, c'est quelque chose de bizarre. Un peu comme quand on va sur Wikipédia pour trouver le nom de l'hymne national du Venezuela et qu'on se retrouve à admirer l'étonnante capacité de survie des tardigrades en milieu hostile. On ne comprend pas toujours le chemin qu'on a parcouru. C'est ce qui m'est arrivé récemment. Il y a quelques jours, j'ai vu dans mes recommandations YouTube une vidéo de BFM TV qui posait une question qui n'avait aucun sens. Mais cette question m'a fait réfléchir et m'a fait comprendre quelque chose sur les affirmations du professeur Raoult à propos de l'hydroxychloroquine. Vous êtes sur la chaîne Médecins Malades et aujourd'hui on va parler des questions qu'on pose sur BFM TV, de sida, de coronavirus et un tout petit peu d'hydroxychloroquine. Toute cette histoire a donc commencé sur YouTube, où une vidéo questions-réponses mise en ligne le 31 mars sur la chaîne de BFM TV titrait « Est-ce que la charge virale du coronavirus est la même partout en France ?» Sauf que, d'un point de vue médical, cette question ça veut rien dire. Pour comprendre pourquoi, il faut d'abord se demander qu'est-ce que c'est la charge virale. Bon, virale ça veut dire qu'on parle d'un virus. Charge, en gros, c'est la quantité de ce virus. Donc la charge virale, c'est le nombre de virus qu'on va retrouver dans une certaine quantité de fluide corporel à un temps donné. En gros, c'est une concentration de virus dans un liquide fait par le corps. Mais ça peut être une concentration de virus dans le sang, dans la salive, dans les sécrétions nasales, le sperme, l'urine, tout ce que vous pouvez imaginer comme fluide corporel. Du coup, quand on reprend la question posée sur BFM, est-ce que la charge virale du coronavirus est la même partout en France ? On se rend compte qu'on a un problème d'échelle. La question parle de charge virale dans une population, alors qu'on a vu que la charge virale, c'est quelque chose qui est à l'échelle d'une personne à un moment donné, pas à l'échelle d'une population. D'ailleurs, chez une même personne à un instant T, on n'aura pas forcément la même charge virale partout dans son corps, donc par exemple, on n'aura pas forcément le même nombre de virus dans le nez que dans le sang. Dans la vidéo de BFM, le médecin qui répond à la question se dépatouille en ramenant à l'échelle d'une personne, avant de dériver sur la contagiosité des personnes selon la charge virale. Mais du coup, c'est quoi le rapport entre charge virale et contagiosité ? Intuitivement, on peut se rendre compte que si on a une charge virale élevée dans le nez, on a beaucoup de virus. Du coup, quand on éternue, on peut potentiellement transmettre pas mal de ces virus aux personnes proches de nous. Au contraire, quand on a une charge virale nulle, on dit aussi une charge virale négative, quand on éternuera, on ne transmettra pas de virus. Du coup, ça dépend de où on charge la charge virale. Si la charge virale est très élevée dans le sang mais négative dans le nez, on va pouvoir contaminer quelqu'un avec notre sang, mais on aura beau essayer d'éternuer sur les gens qu'on n'aime pas, on leur filera pas notre maladie. Donc effectivement, la charge virale, elle est liée à la contagiosité, mais seulement si on la cherche dans un fluide par lequel on sait que la transmission se fait. Mais maintenant qu'on a trouvé un lien entre charge virale et contagiosité, est-ce qu'on a aussi un lien entre la diminution de la charge virale puis sa négativation et la guérison d'un patient ? C'est ce qu'on va essayer de comprendre avec deux exemples. Une maladie dans laquelle on parle beaucoup de charge virale, c'est le sida. Les patients atteints du VIH entendent souvent des questions sur leur charge virale. C'est un des deux marqueurs sanguins de bon contrôle de la maladie. Et en fait, de plus en plus de patients atteints du VIH et qui sont soignés ont une charge virale qui est négative. On ne retrouve plus d'ADN du virus dans leur sang. Du coup, est-ce qu'ils sont guéris ? En fait, non. On sait que le virus, il est toujours là en petite quantité, ce qui fait que sur quelques millilitres de sang, on ne retrouve pas le virus. Mais par contre, on sait que si on arrêtait les traitements, la charge virale remonterait. Par contre, tant que leur charge virale est négative, le risque de transmission est quasiment nul, et avec l'apparition du traitement contre le VIH, on a maintenant des mères atteintes du VIH qui donnent naissance à des enfants qui ne seront pas atteints. Donc pour le VIH, qui est un virus qui donne une maladie chronique dont on ne peut actuellement pas guérir, même avec des traitements, une charge virale nulle, ça veut dire une transmission du virus quasiment nulle, mais pas une guérison. Maintenant, dans le cas du coronavirus, ça donne quoi ? A priori, le coronavirus, c'est une maladie qui se transmet entre deux personnes par les gouttelettes de salive ou de morphe, comme par exemple quand on éternue. Donc déjà, tester la charge virale dans le nez des patients pour faire des recherches sur le coronavirus, c'est plutôt pertinent pour voir si les patients sont toujours contagieux, parce qu'on sait que ça se transmet au moment des éternuements. On sait aussi que les patients qui ont une charge virale élevée au niveau du nez, même s'ils n'ont pas beaucoup de symptômes, transmettent beaucoup plus la maladie. Mais maintenant, ce qu'on voudrait savoir, c'est si on peut compter sur la charge virale dans le nez pour prédire la guérison. Le coronavirus, c'est différent du sida parce que ça a l'air d'être une maladie aiguë qui s'attrape et dont on guérit en quelques semaines si les symptômes ne nous ont pas tués avant. Donc on pourrait se dire qu'on peut suivre la guérison avec la charge virale qui devrait faire une sorte de cloche, qui grimperait jusqu'à un pic puis diminuerait quand le corps arrive à éliminer le virus. Et logiquement, quand on est guéri, on retrouve à nouveau une charge virale nulle. Le problème, c'est que dans les études qu'on a fait, notamment la première étude du professeur Raoult, on a des patients qui se retrouvent avec une charge virale négative, donc qui devraient être guéris, mais le lendemain, quand on les teste, ils sont à nouveau positifs. Pourquoi ? On peut trouver deux explications. Soit on n'a pas bien enfoncé le coton-tige dans le nez de la personne un jour, du coup on n'a pas trouvé de virus alors qu'il y en avait. Le lendemain, on a refait un prélèvement plus efficace et on retrouve du virus. Soit ce qui peut se passer, c'est que la charge virale présente dans le nez, en fait, elle ne fait pas une belle cloche avec le temps, mais ça fait plutôt des sortes de vagues. Ce qui fait qu'on retrouve le virus, puis on le retrouve plus, puis on le retrouve à nouveau,
puis on le retrouve plus. On trouve ça par exemple dans des virus qui mettent plusieurs jours à se reproduire. Ils rentrent dans les cellules, pendant 2 jours on trouve quasiment plus de virus, puis d'un seul coup le 3e jour, toutes les cellules infectées rejettent des milliards de virus en même temps, et là la charge virale explose. Donc pour faire un premier point sur tout ce qu'on a dit, la charge virale c'est la quantité de virus qu'on va retrouver dans une certaine quantité de liquide biologique à un instant T dans une personne donnée. C'est quelque chose qui est plutôt efficace pour prédire la contagiosité d'une personne infectée si on la recherche dans un liquide dont on sait qu'il sert à propager la maladie. Mais pour décrire la guérison d'une personne, la charge virale dans un liquide donné, ça n'est pas forcément une très bonne mesure, surtout quand on utilise des techniques qui ne sont pas toujours faites de la même façon, comme avec le coton-tige dans le nez. Du coup, c'est en réfléchissant à tout ça et en entendant dire que le professeur Raoult demandait que l'hydroxychloroquine, qu'il considère comme un traitement miracle, soit donné aux patients peu symptomatiques et pas en phase finale, que j'ai compris quelque chose. Les études du professeur Raoult, elles se basent sur l'effet de l'hydroxychloroquine sur la charge virale. Elles cherchent pas à montrer si le médicament évite des morts ou des entrées en réanimation, sauf qu'on a vu que la charge virale dans le nez, dans le coronavirus, c'est pas forcément un bon moyen de prédire une guérison. Mais si on arrive à la faire baisser cette charge virale, c'est pas mal pour éviter de propager le virus. Alors attention, je suis pas dans la tête du professeur Raoult, mais on pourrait penser qu'effectivement, si on avait un médicament qui réduisait la charge virale dans le nez des patients en début de maladie ou chez les patients asymptomatiques, on pourrait empêcher l'épidémie de progresser. Par contre, si on veut vraiment prouver que l'hydroxychloroquine guérit du coronavirus, la charge virale dans le nez, c'est pas un bon critère. Quelque chose de plus fiable, ce serait de comparer les décès entre les patients avec et sans traitement, ou alors le nombre de jours d'hospitalisation en réanimation, ou le nombre de cas graves dans les deux groupes. Je ne suis pas personnellement pour ou contre l'hydroxychloroquine, mais je veux vous rappeler qu'à ce jour, les études réalisées n'étaient pas faites avec un nombre suffisant de personnes ou de façon suffisamment rigoureuse pour dire que le traitement marche ou qu'il ne marche pas. Si vous voulez vous faire votre propre avis, je vous mets sous la vidéo un lien vers un résumé des pour ou contre au vu des connaissances actuelles qui a été fait par le Collège de médecine générale. C'est une feuille qui s'adresse à des médecins, donc c'est plutôt dur à lire quand on ne travaille pas dans le domaine de la santé, mais ça a le mérite d'être plutôt neutre dans les informations que ça donne. On va s'arrêter là pour cette vidéo, parce qu'elle contient déjà pas mal d'infos. J'aurais aimé parler plus en détail de plein d'autres choses qui entrent en jeu, comme ce qu'on appelle les 2 phases de la maladie, la phase virale et la phase immunologique, ou encore qu'est-ce qu'un bon critère de jugement dans une étude pour pouvoir trancher sur l'efficacité d'un médicament. Si ça vous intéresse, je pourrais le faire dans une 2e vidéo. Sur ce, je vous souhaite un bon confinement, et à la prochaine si j'arrive à me motiver à poster d'autres vidéos.